Bonjour maître Christophe Legvac. Bonjour. Très content de vous avoir sur Radio Tambour pour un peu mieux éclairer la population sur la stratégie, la démarche que vous êtes en train de mener avec cette association Vivre. Donc nous vous disons bonjour et alors à quel point vous en êtes alors? Quel est ce combat? Alors, l'association Vivre, le CRAN à Paris et Lienage pour des poulets matiniques m'ont demandé de lancer ce qu'on appelle une action collective conjointe. C'est-à-dire que c'est une action qui réunit à ce jour plus de 2000 personnes et qui a saisi ces 2000 personnes ont saisi le tribunal administratif de Paris pour que la responsabilité de l'État dans le dossier chlordécone soit reconnue. On n'est pas du tout dans une affaire pénale, on est dans une affaire de responsabilité. Il s'agit de prouver que l'État a commis des fautes, notamment parce qu'il n'a pas su protéger les populations face à un produit extrêmement dangereux. Et cette faute est à l'origine d'un préjudice, et nous visons un préjudice très particulier qu'on appelle le préjudice d'angoisse ou d'anxiété. Et si vous avez suivi un petit peu l'actualité judiciaire, vous avez vu peut-être que cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus, dans le dossier de l'amiante, les ouvriers qui travaillaient dans des amiantes dans le nord de la France ont vu leur préjudice d'anxiété reconnu, comme cela a été le cas dans notre dossier. Donc, par cette procédure, on cherche la responsabilité de l'État directement, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle dans le cadre de la procédure pénale. Puisqu'en matière pénale, l'État dispose de ce qu'on appelle une immunité. On ne peut pas venir rechercher sa responsabilité. Donc, cette procédure devant le tribunal administratif est une procédure qui est parallèle à la procédure pénale qui défraie la chronique actuellement aux Antilles, parce que les juges d'instruction, après 15 ans d'enquête ou de non-enquête, on ne sait pas trop, ont fait savoir qu'ils envisageaient de fermer le dossier parce que le dossier serait prescrit. C'est une autre affaire que la nôtre, mais depuis fin décembre, à la demande de Madame Patricia Châtenay-Rivaudet et de Malcolm Ferdinand, j'ai fait une entrée dans le dossier. Je n'ai pas encore reçu tout le dossier, et on a fait une note au juge d'instruction pour lui expliquer pourquoi, dans le dossier pénal, la prescription ne pouvait pas être acquise. D'accord. Donc, l'affaire suit son cours, mais on peut dire que c'est effectivement une situation sanitaire qui est assez grave pour la Guadeloupe, parce que quand on sait que 95% de la population est touchée en Guadeloupe et 92% en Martinique, il faut considérer 9 Antillais sur 10 sont contaminés. On peut parler vraiment d'une catastrophe sur le plan sanitaire, avec les conséquences pour plus tard, puisque les scientifiques prétendent que dès pendant la grossesse, le fœtus est contaminé par la maman. Donc ça veut dire que c'est un enfant qui naîtra avec certainement des handicaps sur le plan santé. Alors, vous touchez à un point très, très important. En effet, c'est une catastrophe sanitaire. C'est une catastrophe sanitaire qui était connue, je dirais, depuis l'origine, puisque la dangerosité de ce produit a été analysée dès les années 50, lorsque la commission des toxiques qui devait autoriser les premiers usages du chlordécone s'est réunie en 1968. Elle avait refusé l'autorisation parce qu'elle savait que c'était dangereux pour la santé, pour l'environnement, et surtout que ce danger est un danger qui restait longtemps dans le sol, dans les eaux. Et donc, à l'époque, on avait considéré que ce n'était pas acceptable de mettre en danger la population. La difficulté avec ce produit, c'est que c'est un produit qui s'accumule dans les parties graisseuses, notamment dans le foie et dans le muscle et dans les graisses, et que même si vous arrêtez d'en consommer aujourd'hui, si par exemple toute l'eau de la Guadeloupe et de la Martinique était décontaminée aujourd'hui, eh bien avec tout ce qui est encore dans les terres et dans les corps des habitants et même dans les aliments comme les animaux eux-mêmes, eh bien vous avez un risque d'exposition qui est extrêmement long encore devant vous. Et les dangers, vous en avez cité quelques-uns. Pour les mamans en état de grossesse, il y a une transmission à l'enfant avec des problèmes qui ont été d'ailleurs très bien décrits par le docteur Pelage en Martinique sur le développement du fœtus et sur les difficultés ensuite de ce fœtus d'avoir un développement intellectuel maximum. Et puis après, suivant votre sexe, vous allez déclencher un certain nombre de maladies différentes. La prostate pour les hommes, plutôt des cancers du sein pour les femmes. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un perturbateur endocrinien, et donc cela va avoir des conséquences
sur le développement intellectuel de toute la population, ce qui pose d'ailleurs donc des problèmes importants dont, semble-t-il, même les enseignants aujourd'hui commencent à constater qu'il y a des difficultés d'apprentissage chez les jeunes aux Antilles. Oui, et puis donc on constate aussi, je ne sais pas s'il y a une relation, une liaison, mais on constate que de plus en plus nous trouvons des enfants qui sont bipolaires, donc qui sont schizophrènes, qui ont des difficultés. Ce sont des situations qu'on n'a pas connues les années antérieures, mais qui sont de plus en plus fréquentes. Et puis ça nous amène à réfléchir véritablement. On sait que en 2002, vous êtes peut-être au courant, en 2002, il y a eu une arrivée de patates douces à Dunkerque. Et la douane a dû bloquer cette arrivée parce que la direction des affaires sanitaires et sociales de la Martinique avait alerté. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il y avait quand même une vigilance, il y avait une observation qui se faisait et qui tirait déjà le signal d'alerte, puisque le journal Libération même en a parlé en France. Et en 2007, nous avons aussi Raphaël Confiant et Luc Boutrin qui ont publié Chronique d'un empoisonnement. C'est mon livre. Ils dénonçaient la complicité justement de l'État avec les grands planteurs, les grands propriétaires qui avaient été autorisés à poursuivre l'utilisation de ce produit qui était un produit dangereux, hyper dangereux pour la vie des gens. Pour aller dans votre sens, il faut reprendre un petit peu l'historique. Donc, les premières autorisations temporaires, qui sont des autorisations annuelles, elles datent de 1972. Et elles vont se reproduire comme ça jusqu'en 1981. Chaque année, on donne un petit peu de temps pour utiliser et tester le produit. En 1981, alors qu'il y a eu aux États-Unis le fameux accident de Hopewell, qui a pu permettre de démontrer à la face du monde la dangerosité extrême de ce produit. En 1975, les États-Unis ont interdit la fabrication et l'utilisation du chlordécone sur leur territoire. En 1979, on a un rapport de l'OMS qui qui constate la cancérogénicité de ce produit. Dès les années 80, on commence à voir des pays de l'Union européenne, de mémoire, c'est la Suède, l'Allemagne, qui interdisent le produit. Et curieusement, 1981, en France, soi-disant parce qu'il y a eu de graves dégâts à cause de cyclones qui sont passés en 79 aux Antilles, ce qui était des autorisations temporaires devient une homologation du produit. Et de 1981 à 1990, ce produit va donc être utilisé dans des conditions assez époustouflantes, puisque je crois me souvenir que alors que la production de bananes dans le monde venant des Antilles représente 1%, la consommation de chlordécone pendant la même période représentera presque 50% pour les Antilles. Donc c'est vraiment une utilisation plus qu'anormal, et il faut attendre 1990 pour qu'enfin, sur la pression de l'Europe, le gouvernement français décide de suspendre ou même d'interdire l'utilisation du chlordécone. Et là, les propriétaires terriens, les grands importateurs, qui sont souvent les mêmes familles, viennent pleurer au ministère de l'Agriculture ou à Matignon ou à l'Élysée et obtiennent une chose incroyable alors que le produit est interdit parce qu'il est dangereux. Donc en 1990 et pendant 3 ans consécutifs, ils vont obtenir un délai supplémentaire pour continuer à utiliser ce produit sans prendre de précautions particulières. Et donc il a fallu attendre 30 juin de mémoire 93 pour que on arrête, en théorie, d'importer ce produit aux Antilles et de l'utiliser. Et puis, comme vous l'avez cité, Monsieur Boutret et Monsieur Confiant dans leur bouquin, dans leur livre le démontrent bien, on voit bien qu'il y a eu une perpétuation de l'exportation de ce produit et de l'utilisation de ce produit bien après 1993. Et on peut considérer que jusque dans les années 2000, il y a eu des importations parallèles et clandestines et une utilisation tout aussi parallèle et clandestine. Et on découvre encore, quand j'étais aux Antilles l'année dernière, il y avait une affaire qui sortait parce qu'on avait découvert
un vieux stock de chlordécone dans une plantation. Ce qui prouve bien qu'il y en a encore beaucoup qui traînent par-ci, par-là, et ce qui est d'ailleurs un danger en soi. Très certainement. C'est pour toutes ces raisons qu'on dit que l'État est défaillant. C'est-à-dire que non seulement il a pris son temps, il a eu 20 ans de retard sur les autres États européens ou américains, mais en plus, lorsqu'il a fallu prendre des mesures d'accompagnement, il a fallu encore attendre 20 ans pour que ces mesures arrivent. Puisque, comme vous l'avez dit, l'interdiction c'est 93, les métropolitains commencent à prendre conscience du problème en 2002 avec l'affaire de Dunkerque révélée par le journal Libération, et les premiers plans chlordécone, je parle sous votre contrôle, de mémoire, c'est juste 2007-2008. Donc entre 1990 et 2007, ça fait quand même 7 ans, il n'y a eu aucune éducation sur les dangers du chlordécone, aucune précaution prise pour le traitement de l'eau, etc., etc. C'est un retard extrêmement grave, qu'on pourrait même qualifier de criminel, et qui peut permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui encore le chlordécone est si présent. Absolument. Mais il y a un programme qui est même plus récent, le programme Carui-Prostate, où le professeur Luc Multiger et le professeur Blanchet reconnaissent que le chlordécone est bien cancérigène. Ça ne fait pas de doute. Le programme Carui-Prostate le dit bien, absolument. Absolument. Donc voilà, c'est quand même un combat qui mérite d'être gagné, parce que quand toute une population, une génération à venir, si on peut dire aussi, puisque des générations à venir porteront les traces de cet empoisonnement, si on peut dire, on a vraiment à craindre pour le devenir de notre population. Donc, nous souhaitons que vous gagniez ce combat avec toute l'équipe et que... C'est un combat d'équipe, comme vous voulez le dire. Et vous pouvez être sûr que Patricia, Jean-Marie, Jean-Jacob, etc., en Guadeloupe, et puis les autres qui sont dans Martinique et même en métropole, ils sont très à cheval. Une petite information, vous savez, lorsqu'il y a eu l'enquête parlementaire là, avec M. Letchimy et Mme Bénin, il est apparu que des dossiers du ministère de l'Agriculture avaient disparu. Oui. Et comme par hasard, c'était des dossiers qui intéressaient tout le monde et qui étaient importants pour lutter contre la prescription. C'est un peu gros. Eh bien, l'association Vivre, l'IANH pour des problématiques et le CRAN ont porté plainte en 2019 auprès du parquet pour qu'on enquête et pour qu'on détermine les causes de la disparition de ces documents qui n'auraient jamais dû disparaître. Nous constatons quand même depuis quelque temps, enfin, je pense que ce ne sera pas spécifiquement lié au Covid, mais nous constatons qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent du cœur, qui ont des complications. Est-ce que peut-être une étude ne pourrait pas nous dire aussi qu'il y a aussi des conséquences sur le cœur à ce niveau-là? On ne sait pas. Il faudrait qu'elle soit menée, cette étude, dans ce cas-là. Voilà. D'accord. Bon, est-ce que si vous n'avez plus rien à rajouter, nous vous remercions beaucoup de votre appel. Et la Guadeloupe a un regard, un œil sur ce qui se fait. Et nous suivons de près cette affaire. Très bien. Au revoir, monsieur. Merci, Christophe. Au revoir.